Donc merci à tous de m'avoir invité pour partager cette pratique de mindfulness. Donc l'idée m'était venue à la réunion du CRED sur le thème des interactions, de vous parler, d'échanger à propos de cette pratique MBCT, parce que justement elle est le source d'énormément d'interactions que je vais essayer de développer très très rapidement. Rapidement, quelle est ma formation, parce qu'on aime souvent le savoir. Donc je suis psychiatre, j'ai coordonné l'unité de fonctionnelle de psychothérapie universitaire à l'hôpital Sainte-Anne. Ma formation au départ est analytique, puis psychocorporale, puis TCC, et que quasiment TCC aujourd'hui, avec une pratique de yoga depuis l'adolescence. Alors, je tenais à faire le point sur MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, cette pratique qui arrive avec la 3e génération des thérapies comportementales et cognitives. Et je voulais lever certaines confusions. Donc, on parle beaucoup du mindfulness, il y a du développement personnel, mais il n'y a qu'un seul programme de soins, le MBCT. En quoi j'avais fait une petite vidéo en comparant à une clé USB. Dans l'idée, c'est un programme court, 8 séances de 2 heures. C'est compact, une pratique de groupe avec une dizaine de patients, et qui, au final, toutes les études le montrent, 2 méta-analyses le montrent, eh bien, un patient déprimé multirécurrent qui aura bénéficié de cette pratique de 8 séances de 2 heures, avec son traitement médicamenteux bien sûr, comparativement à celui qui n'aura pas bénéficié de cette pratique, eh bien, à 1 an, celui qui a fait ces 8 séances a un gain par rapport à la rechute dépressive de 34% sur toutes les études publiées à ce jour, et il y en a quand même maintenant beaucoup. Rapidement, un premier niveau d'interaction. Chaque séance MBCT comporte 3 ingrédients de la méditation pleine conscience, un tiers de la séance. Un tiers de la séance des épreuves expérimentales de la psychologie des émotions. Un 3e ingrédient, un outil de thérapie comportementale et cognitive. Systématiquement, 3 ingrédients à chacune des séances, des 8 séances. Et c'est souvent cela qui est méconnu, ou voilà, certains prétendent faire, mais font autre chose que ça. En tout cas, c'est ce programme-là qui a montré dans toutes les études son résultat. Alors en quoi cette pratique, comment elle fonctionne? C'est en fin de compte une mise à distance, mais d'abord une identification, une prise de conscience de ses pensées, de ses émotions, de ses sensations corporelles associées au vécu émotionnel. Et cette pratique permet d'identifier, de reconnaître, d'accepter au fur et à mesure des semaines et des mois, et de mettre à distance. On ne prétend pas ni changer, ni gommer, ni transformer, mais développer cette mise à distance. Oui. Alors pour qui, au départ, les dépressions multirécurrentes? Bien évidemment, il y a de ça dans les années 2001, puis ça s'est développé, puisque vu les excellents résultats qu'il y a eu sur les dépressions multirécurrentes, en sachant que c'est une stratégie de prévention, ce que disait Christian ce matin, si on ne prend pas les gens en phase aiguë, ils peuvent avoir plein de symptômes résiduels, ils ont leur prise en charge déjà thérapeutique, médicamenteuse ou psychologique, et ça vient en plus dans le programme de soins, pour augmenter au niveau de la prévention. Donc il peut y avoir des symptômes résiduels, il peut y avoir encore des hauts et des bas pour des bipolaires, il peut y avoir encore des troubles du sommeil, un tas de choses, mais au final on est dans une stratégie préventive, donc court, moyen bien sûr, et long terme, c'est le but. Et donc plein d'autres indications aujourd'hui, bien sûr ça se décline maintenant dans les troubles anxieux, ça se décline dans les addictions largement, troubles des conduites alimentaires, puisque nous avons mis en place cela à l'hôpital Sainte-Anne dans notre unité depuis 3 ans pour les patients boulimiques, et aussi dans des pratiques, aussi dans la médecine interne, puisque la Pitié-Salpêtrière, entre autres et d'autres, ont développé des programmes, aussi bien dans les services de néphrologie, rhumatologie, dans les symptomatologies douloureuses et dans les pratiques non médicales, dans la pratique du sport de haut niveau, etc. Donc, ces indications, certes, je dirais la prévention, et dans les interactions, je dirais 2 mots sur nous, thérapeutes, où on est instructeur, BCT et pas thérapeute, une originalité de notre posture, dans une séance, donc il y a toujours 3 outils, je l'ai dit, donc au moins 3 pratiques. Les pratiques se font tous ensemble, et on a ensuite un moment de partage, on va échanger ce qu'on ressent, nous aussi. Les 2 instructeurs, généralement 2 instructeurs, on va partager notre ressenti, donc une posture radicalement différente, on se met au même niveau que nos participants dans ce partage, ce qui est un mode d'interaction complètement différent,
ou, comme évoquait Nathalie en première communication, eh bien, on va incarner la démarche, ce qui sous-entend que nous, on a une pratique quotidienne, tout le temps, avant la séance et quotidiennement pour nous. Dernière diapo. Donc, autre niveau d'interaction, c'est les interactions scientifiques, puisque plein de domaines s'intéressent à MBCT pour comprendre ce qui se passe, et aussi dans l'utilisation. Bien sûr, les thérapies comportementales et cognitives, puisque c'est, on va dire, dans cette acceptation-là que ça s'est développé, mais aussi la neuropsychologie s'y intéresse, puisqu'elle prétend réguler les émotions, quelles que soient les émotions, diminuer cette réactivité cognitive, avec beaucoup de mesures sur les processus mnésiques et autres, et qui montrent en effet un effet sur cette fonctionnalité-là. D'autres domaines, la neurobiologie, puisque certaines études ont montré que MBCT commençait à modifier les processus inflammatoires qui sont dans les théories actuelles des maladies mentales. Et aussi la psychothérapie classique s'y intéresse beaucoup. Nous sommes centre de formation MBCT, et donc nous avons beaucoup de thérapeutes analytiques qui viennent se former, dans l'idée que dans ces pratiques, et surtout dans les parties des techniques expérimentales des émotions, apparaît tout un contenu extrêmement riche à apprendre et à reprendre au cours des entretiens de la thérapie classique. Donc des interactions, là encore, dans la compréhension, il y a encore beaucoup d'études à faire pour arriver à encore comprendre tout ce qui se passe sur ces 8 séances, qui est tout de même assez spectaculaire par rapport à la petite dimension. Enfin, pour conclure, une dernière interaction, nos attentes, nous, en tant que thérapeute, en tant que clinicien, donc une attente de prévention. Et il y aura aussi toute une éducation à faire par rapport aux participants, par rapport à nos patients, puisque bien sûr, comme beaucoup de thérapies nouvelles, il y a une certaine pensée magique de quelque chose qui va tout d'un coup résoudre leur maladie, résoudre leurs symptômes. Ce n'est pas à ce niveau-là. Donc effectivement, nous avons une éducation à faire à nos patients, aux futurs participants. Nous, personnellement, on reçoit les futurs participants, les voit au moins une fois, voire 2 fois avant de rentrer dans le programme MBCT pour être clair sur les objectifs et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Merci de votre attention. Oui. Merci de ta concision dans une mise au point extrêmement précise sur un sujet qu'on est merci d'avoir accepté. 5 minutes de questions. Oui. Bonjour, donc si j'ai bien compris, on va travailler la mise à distance des émotions. Et je voulais savoir si ça s'utilisait du coup dans le psychotrauma. Oui, tout à fait. Il y a des indications de MBCT tout à fait officielles avec des études déjà évaluatrices dans le psychotrauma, tout à fait. Autre question? Oui, vous avez parlé des groupes. J'aimerais savoir comment ils sont constitués. Est-ce que c'est un même groupe qui suit les 8 séries de séances ou est-ce que c'est aléatoire d'une séance à l'autre? Tout à fait, je ne l'ai pas précisé. Donc ce sont a priori des groupes fermés, tout le monde ensemble, tout le monde commence ensemble et termine ensemble. Moi j'anime 2 types de groupes au niveau de l'hôpital, dans le service universitaire, nous avons des groupes par pathologie ou par souffrance. On a le groupe MBCT pour les patients boulimiques, mais on sait que ces patients sont très hétérogènes, on l'a dit ce matin, bien évidemment, polycomorbides. On a un groupe pour des patients alcooliques abstinents sous molécules. Donc à l'hôpital, on a fait les groupes, on a 4 groupes par semaine dans notre service universitaire par pathologie. Et à l'extérieur, en pratique libérale, je coordonne aussi des groupes. Et là, on va accueillir des patients toutes symptomatologies confondues, du moment qu'ils ne sont pas toujours en période aiguë, même si ce sont des symptômes résiduels. Donc les patients, en nombre de 10 à 15 par groupe, commencent ensemble et finissent ensemble. Cependant, si leur manque d'essence, en tout cas pour la pratique libérale, on peut, l'hôpital ne nous permet pas en termes de temps et de place. En pratique libérale, si leur manque des séances, ils n'ont pas pu venir pour une raison X, ils peuvent récupérer leur séance au groupe suivant. Ça s'ajoute au groupe suivant pour 1, 2 ou 3 séances qu'ils auraient pu ne pas honorer pour X raison. Merci.
Merci pour cette mise au point effectivement très claire. Sur une de vos diapos, nous lisions, notamment sur les résultats des études de rechute et du bénéfice chez un tiers des patients déprimés à 1 an, le chiffre de 3 séances par semaine de 45 minutes. C'est sur l'année, maintenu par un travail personnel. Oui, alors votre question me permet d'évoquer quelque chose, vous avez raison. Donc l'idée est qu'il y a ces 8 séances de 2 heures, mais c'est ce qui est sous-entendu, c'est qu'il y a une pratique à réaliser par la personne qu'on a introduit en séance et qu'il va répéter chez lui. Au départ, et là, cette pratique est à peu près de 45 minutes, tout outil confondu. Pour les aider, on leur donne une clé USB en séance 4 avec beaucoup d'enregistrements, il y en a 8 sur nos clés USB, qui leur permet d'avoir un guidage et de pratiquer avec ce guide audio. Et c'est nous qui faisons les enregistrements pour qu'ils aient nos voix, afin qu'ils refassent les exercices qu'on a fait ensemble au groupe. Donc effectivement, toutes les études internationales montrent que pour qu'il y ait ces changements neuropsychologiques, neurocognitifs à 6 mois, 1 an et 2 ans, eh bien, il y a besoin d'au moins 3 pratiques de ces 45 minutes par semaine. En dessous de ces 3 pratiques, on n'a pas ces changements attendus. Je ne sais pas si j'étais claire dans ma réponse. Oui, Nathalie Fauché. Donc, je viens de terminer aussi une formation pour être instructeur MBCT. Et j'étais tout à fait émerveillée par la journée de pleine conscience en silence. Et voilà, j'aurais aimé que vous nous en disiez un petit mot. Alors, il y a 2 programmes MBSR et MBCT. Dans le programme MBCT, il n'y a pas de journée en silence. Ce n'est pas dans le programme de soins. La journée en silence est uniquement dans le programme qu'on appelle MBSR, c'est pour la gestion du stress. Dans le programme MBCT, il n'y a pas de journée de silence, ni pour la formation des instructeurs, ni pour les patients. Elle est estimée par le professeur Segal, en tout cas les 3, ceux qui ont pensé ces programmes spécialisés dans les dépressions, qui ont tous les 3 dirigé le laboratoire de psychologie expérimentale sur la dépression, estiment que cette journée en silence par rapport à la prévention des rechutes et à la psychopathologie n'est pas un élément important, n'est pas un élément qui peut même être dangereux. Ils ont développé pas mal de littérature là-dessus. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, c'est le moment pour avoir l'esprit clair sur cette question. Oui, parce qu'il y a toute cette confusion, il y a 3 termes, mindfulness tout court, MBSR, qui est le programme de gestion du stress, là donc qu'évoque Nathalie, et le programme de soins MBCT qui est très intégratif, dont l'originalité c'est 3 composantes, du mindfulness, de la psychologie expérimentale, des émotions et de la TCC. Et c'est vrai qu'il y a... David a une bêtise à dire. Oui, qu'il y aille. Spécialement pour Nathalie Fauché, l'année prochaine, le CRED sera une journée du silence. Mais c'est très intéressant, nous, quand on se forme, d'aller faire des retraites dans le silence, après c'est une expérience pour nous, mais pas pour nos patients malades ou très malades. Merci. Merci.